Bonjour tout le monde, merci d'être avec nous ce matin. Merci à monsieur pour la présentation. Bienvenue aussi aux personnes en web diffusion en ce moment. On va avoir la belle présentation, je suis très excitée d'être avec vous. On va avoir la période de questions qui va être à la fin de la présentation. On a aussi les questions en virtuel qui vont être soumises, qui vont être après la période de questions en salle. Donc, je vous souhaite une bonne présentation. Merci. Merci beaucoup. Je pense que le micro fonctionne, oui. Donc, c'est avec grand plaisir que je vous présente ce matin. Je suis Philippe Beauchemin. J'ai été nommé ce matin là, lors de la présentation. Je suis neurologue ici à Québec. Je remercie les gens qui m'ont invité à venir présenter aujourd'hui devant quand même plusieurs personnes, donc puis d'autres personnes en ligne aussi. On avait quand même une certaine carte blanche là, pour choisir le sujet, puis en parlant des nouveautés reliées avec la sclérose en plaques, je me suis dit que ça allait probablement attirer puis intéresser beaucoup de gens, parce qu'il y a quand même beaucoup de nouveautés. Là, c'est un sommet pour la recherche en sclérose en plaques, mais cette recherche-là amène beaucoup d'eau au moulin, puis beaucoup de changements qui peuvent être appliqués dans le diagnostic, le suivi, puis le traitement des gens qui ont la sclérose en plaques. Fait que c'est un gros sujet à couvrir, mais c'est ce que je vais tenter de faire. Là. Puis on m'a mentionné aussi là, que j'allais parler avec des gens qui avaient déjà quand même des connaissances avec la maladie, soit parce que vous en êtes atteint ou vous en êtes intéressé parce que vous avez un proche qui est atteint de la maladie. Fait qu'il va y avoir des choses peut-être que vous allez déjà avoir entendu parler, peut-être des choses qui sont nouvelles, mais n'hésitez pas à la fin de la présentation si vous avez des questions spécifiques par rapport à ce qui va être abordé durant la présentation. Fait que merci au comité organisateur pour l'invitation, à tous les participants aussi qui sont là aujourd'hui. Puis il y a beaucoup de choses là, qu'on ne se rend pas nécessairement toujours compte, mais plus qu'on est dans le milieu, là, ça fait déjà une dizaine d'années, moi personnellement, que je suis neurologue puis que je travaille à suivre des patients qui ont la sclérose en plaques. Là, il y a beaucoup de gens à différents niveaux. La Société de sclérose en plaques SP Canada là, en est un, là, offre beaucoup de services. Il y a des gens aussi là, qui travaillent beaucoup en recherche, puis c'est des travail, on peut dire, de moine un peu là, pour découvrir, améliorer les connaissances, puis améliorer les traitements là, par rapport à la sclérose en plaques. Puis aujourd'hui, on est là un peu pour parler de ça. Je vais mentionner ou lister là, les différents conflits d'intérêts que j'ai là, par rapport à des participations de comités aviseurs, là, par rapport à des médicaments qui sont sur le marché et aussi pour des conférences et consultations là, qui sont supportées par les compagnies pharmaceutiques. Donc, en guise d'introduction, c'est peut-être des choses aussi encore là qui sont très la base, là, mais pour un peu représenter c'est quoi les grandes lignes par rapport à la sclérose en plaques. La sclérose en plaques, c'est une maladie chronique, c'est une maladie qu'à partir du moment qu'on y en est diagnostiqué, on n'en guérit pas. Donc, c'est une maladie qui suit notre vie dans les hauts et dans les bas. C'est une maladie qui est quand même aussi très sérieuse. Là. Chaque personne en est atteinte de façon différente, mais dans la grande majorité des cas, c'est quand même une maladie assez sérieuse qui peut avoir des conséquences assez importantes puis amener des handicaps qui sont significatifs là, dans la vie de tous les jours. C'est une maladie qui est quand même fréquente. Là. On voit la fréquence qui est quand même assez élevée au Canada puis dans d'autres pays aussi, là, plus nordiques. Fait que c'est quand même une maladie qu'on voit beaucoup au Québec, à Québec, au Canada. Puis c'est une maladie aussi, là, c'est quand même une des caractéristiques. J'essaie souvent de mettre l'emphase sur cet élément-là quand que je suis les gens, surtout au début de la maladie, c'est que c'est une maladie très imprévisible. Ça peut bien aller pour un certain temps, puis se mettre à moins bien aller par la suite. D'une personne à l'autre aussi, ça peut être très différent. Là. Fait que c'est une maladie qui a plusieurs visages, plusieurs facettes, puis qui peut être très imprévisible. C'est un des éléments qui est un peu hors de notre contrôle. Il y a quand même des bons côtés, là, parce qu'il y a quand même eu des pas de géant puis des bons par rapport à une meilleure compréhension de la maladie. On la comprend mieux. C'est une maladie que ça fait plus de 150 ans qui est étudiée à différents niveaux, puis que on se dit toujours c'est quoi la cause de la sclérose en plaques, parce qu'il y a probablement plusieurs causes, mais les mécanismes qui sont impliqués là, dans la pathogénèse de la maladie sont de mieux en mieux compris. C'est une maladie aussi à cause des moyens, certains moyens dont je vais parler là, un peu plus tard dans la présentation, qu'on est capable de détecter plus facilement puis plus précocement. Ça peut avoir un énorme impact aussi là, pour la prise en charge, pour
éviter ou retarder des difficultés qui peuvent arriver au long cours. Puis le dernier élément aussi, mais non le moindre, c'est quand même une maladie qui n'est pas traitable dans le sens qu'on ne peut pas en guérir, mais qui a quand même des moyens. Puis ça s'est amélioré significativement là, dans les dernières années pour contrôler la maladie à différents niveaux pour stabiliser certains éléments qui amènent les dommages reliés avec la maladie, mais aussi des fois aider certains symptômes que les gens peuvent avoir dans leur quotidien. Fait qu'il y a vraiment un plan, là, comme c'était dans le titre, on va parler de certains éléments et certaines nouveautés par rapport au diagnostic, par rapport au suivi, puis par rapport au traitement. Fait que si on commence par rapport au diagnostic, je vais peut-être lancer une question ouverte s'il y a des gens qui sont intéressés à peut-être prendre le micro. Là. Je ne sais pas si des fois le micro peut être passé, s'il y a quelqu'un qui veut lever la main puis répondre à cette question. Une ou quelques personnes. Là. C'est une question large un peu, là, mais comment on fait un diagnostic de sclérose en plaques? Est-ce quelqu'un qui est intéressé à répondre dans l'auditoire? Il y a une main à l'arrière. Pour être sûr du diagnostic, il faudrait faire une ponction lombaire. Parfait. Ça assure. C'est ce qui montre vraiment qu'on a la sclérose en plaques. C'est parfait. C'est une modalité, puis c'est un test qui peut être fait dans le diagnostic de la sclérose en plaques, une ponction lombaire. Un autre élément à l'arrière. La résonance magnétique, IRM, en fait. Je pense que c'est aussi concluant qu'une ponction lombaire, parce que, mettons, moi, dans mon cas, la ponction était négative. Là, donc, l'IRM est une valeur sûre, je crois. Est-ce qu'il y a aussi le fait que ça prend 2 méthodes pour confirmer le diagnostic, dans le sens que un IRM peut donner une bonne idée, puis là, ça prend, pour éliminer, mettons, syndrome clinique isolé, puis là, ça prend comme une deuxième confirmation, soit une nouvelle IRM avec des nouvelles plaques ou une ponction lombaire positive? Oui, c'est des bons éléments. On va revenir là-dessus pour préciser puis confirmer certaines choses, mais... L'histoire de cas, l'histoire de la personne, la maladie, les poussées, les rémissions, et en concordance avec résonance magnétique, ponction lombaire, positif ou négatif. Non? C'est tout. Peut-être une dernière personne, une dernière main levée à l'avant ici. Je dirais, pour l'avoir vécu moi-même, se chercher un bon neurologue. Je sais pas si vous voulez répéter. Hein? On va le répéter pour tout le monde. Se chercher un bon neurologue. C'est bon. Parce que je l'ai cherché, moi. Fait que c'est toutes des bonnes réponses, mais la réponse est beaucoup plus complexe. Puis un des éléments, vous avez nommé tous un chacun différents tests, là, des tests qui sont faits pour le processus diagnostique de la sclérose en plaques, mais en fait, il n'y a pas de test unique pour diagnostiquer la sclérose en plaques. Il n'y a pas un test qui permet d'avoir la confirmation absolue de la maladie. Il y a plusieurs tests, puis il y a plusieurs éléments qu'on a nommés. Un des principaux étant la présence de symptômes cliniques, puis une évolution des symptômes qui est compatible avec la sclérose en plaques. Mais il y a aussi d'autres tests paracliniques, des IRM, des ponctions lombaires qu'on fait. Puis tous ces tests-là sont intégrés comme un peu un casse-tête là, par des bons neurologues, comme Madame a dit. Le diagnostic, c'est sûr qu'un des éléments que quand on est confronté et qu'on voit quelqu'un chez qui on a une soupçon de sclérose en plaques, la première chose qu'on se dit, c'est qu'on veut pas se tromper. Là. On veut que si c'est ça, qu'on le confirme, puis que si c'est pas ça, qu'on l'infirme. D'un autre point de vue aussi, puis ça, c'est comme un peu la balance, qu'on est toujours un peu en équilibre, c'est que si c'est ça, on veut quand même le découvrir puis le confirmer le plus rapidement possible. Puis ça aussi, là, ça va de soi un peu, c'est un peu une intégration des deux éléments. C'est ce qu'on va être le plus certain possible là, du diagnostic là, lorsqu'on évalue quelqu'un. Ce qui est le plus important, ce qui est le plus primordial, puis c'est une condition sine qua non là, obligatoire, c'est vraiment d'avoir une présentation clinique
qui est compatible avec la sclérose en plaques. S'il n'y a pas de symptômes, à l'heure actuelle, c'est peut-être appelé à changer dans le futur, mais à l'heure actuelle, il faut vraiment que les gens aient des symptômes, des poussées ou différents symptômes avec une évolution, comme on s'est attendu de voir avec la sclérose en plaques pour porter le diagnostic. C'est vraiment l'élément central, c'est celui que ça prend absolument. Puis les autres tests qui sont faits, les autres tests qui ont été nommés, c'est tous des tests qui sont faits, qui n'ont pas nécessairement toujours obligé d'être faits pour chaque patient, mais c'est des tests qui permettent de confirmer, de supporter la suspicion clinique qui est présente. Fait que ces tests-là, si on les fait avant d'avoir des symptômes, on reste dans une situation où on ne peut pas absolument porter le diagnostic, malgré que quelqu'un peut être appelé à développer la maladie dans le futur. Dans les cas des gens chez qui les symptômes sont très, très classiques, on aura peut-être besoin de faire moins de tests par rapport à des gens chez qui les symptômes sont peut-être un peu moins clairs, un peu moins typiques, chez qui peut-être qu'on va avoir tendance à faire plus de tests. Puis il y a un des éléments qui a été nommé par rapport à l'évolution, c'est un concept qu'on appelle la dissémination dans le temps, où il y a des examens, refaire des IRM, suivre les patients, voir s'ils ont des nouveaux symptômes. Ça peut être un élément aussi là, qui peut nous permettre de confirmer la maladie. Fait qu'on peut aussi, dans une certaine mesure, attendre, si les symptômes ne sont pas les plus classiques, qu'il y en ait des nouveaux, mais vous comprendrez que ce qu'on souhaite éventuellement et ultimement, c'est d'éviter que ces symptômes-là arrivent parce que c'est toujours une crainte et une possibilité là, que ça puisse demeurer des symptômes chroniques et invalidants. Le penchant de ça, de vouloir faire un diagnostic le plus rapidement possible, c'est de se tromper. Puis quand on regarde un peu là, des cohortes, là, des séries de gens qui sont référés dans des centres spécialisés, ça c'est une étude. Il y en existe d'autres avec des résultats qui sont à peu près similaires. Là. Il y a quand même pas loin du quart au tiers des patients chez qui on se trompe, c'est-à-dire qu'ils sont référés. Des fois, c'est des gens qui sont même traités pour la sclérose en plaques, puis finalement, ils ont soit pas la sclérose en plaques, pas de maladie neurologique, ou peut-être même des fois une autre maladie qui aurait besoin d'avoir un autre traitement ou un autre suivi. Fait que ça, de se tromper, c'est quand même une éventualité, puis c'est quelque chose de fréquent. Puis, il faut en être conscient que ça peut arriver des fois qu'on aille donner le mauvais diagnostic. Les raisons un peu de ça, c'est c'est l'outil principal qu'on utilise pour le diagnostic puis pour le suivi. Lorsqu'on regarde et qu'on surinterprète les trouvailles qu'on voit au niveau des IRM, ça peut être le piège puis la situation puis la raison pour laquelle le diagnostic peut être erroné ou faussement là, porté. Ça, c'en est une image ici qui représente là, des différents scénarios. Je ne sais pas si ça va fonctionner, mais différents scénarios où, ici, ça représente tous les patients qui étaient suivis. Puis, c'est ça, on parlait d'un 30 % qui avait un diagnostic autre que la sclérose en plaques. Lorsqu'on regarde des patients qui sont uniquement référés pour une suspicion clinique, ça reste quand même une proportion de 25 % là, des patients, finalement, qui peuvent avoir peut-être un autre diagnostic en les questionnant puis en réévaluant certains éléments. Alors que quand on se base uniquement ou principalement, ou lorsque les gens sont référés uniquement pour des trouvailles radiologiques, le taux de diagnostic ou de confirmation de diagnostic de la sclérose en plaques est actuellement très, très faible. Là. On parle de 8 %. Là, fait que, dans le fond, si on se fie trop aux IRM, qui est notre outil diagnostic principal, là, on peut avoir tendance à se tromper plus souvent. Ça, c'est une autre étude qui représente un peu deux versants par rapport au diagnostic, là, puis la complexité de faire un diagnostic. D'une part, c'est les mauvais diagnostics là, qui sont représentés ici en haut. Fait que c'est une méta-analyse, c'est plusieurs études qui sont mises ensemble et qu'on arrive avec un résultat commun. On parle d'environ 15 % là, de mauvais diagnostics là, dans des cohortes. Versus des sous-diagnostics ou des retards diagnostiques. Ça aussi, c'est quand même un phénomène qui est relativement fréquent. Là. On parle de 35,6 % là, quand on met en commun là, plusieurs études. Fait que ça aussi, c'est un autre aspect. Oui, on veut être certain, mais ça arrive quand même fréquemment qu'on attend, puis qu'on attend peut-être un petit peu trop longtemps avant de
de proposer et de confirmer le diagnostic. Puis la raison de ça, c'est sûr qu'il y a plusieurs impacts là, pour les gens qu'on rencontre, les gens qu'on voit lorsqu'on fait un mauvais diagnostic ou même lorsqu'on porte un diagnostic point, c'est que ça crée de l'anxiété, des problèmes d'adaptation, des dépressions. Les gens sont plus assurables après avoir eu un diagnostic de sclérose en plaques, qu'il soit avéré ou pas. Puis, dans certaines situations, les tests qu'on peut faire ou les traitements qu'on peut donner peuvent avoir des effets secondaires puis des problèmes. Fait que ça aussi, c'est un aspect qui est quand même assez important à prendre en considération, que si on se trompe, ça se peut qu'on crée des problèmes, puis c'est ce qu'on souhaite là, potentiellement éviter. Fait que ça, c'était un peu pour conceptualiser les pièges et les difficultés reliées au niveau du diagnostic. Ça, c'est les éléments que ça prend pour établir un diagnostic. C'est qu'il faut vraiment chacune de ces conditions-là soit remplie. La première, c'est qu'on doit voir cliniquement ou par des tests des dommages au niveau du système nerveux central. La sclérose en plaques, c'est une maladie qui touche le système nerveux central, le cerveau, les nerfs optiques, la moelle épinière. Fait que ça, l'élément cardinal numéro 1, c'est que ça prend des dommages qui sont vraiment ciblés au niveau du système nerveux central. On doit avoir des symptômes, des présentations cliniques qui sont typiques de la sclérose en plaques. Les éléments de dissémination dans l'espace et de dissémination dans le temps, c'est qu'on doit voir soit par les symptômes cliniques ou par l'évolution des examens, qu'il y a des dommages qui ont touché à plusieurs endroits au niveau du système nerveux, puis à différents moments aussi. Puis le dernier élément aussi qui est très, très important, c'est d'éliminer d'autres diagnostics, parce qu'il peut y avoir des fois d'autres maladies qui ont les mêmes symptômes, les mêmes présentations. Puis ça, c'est un travail important à faire là, de s'assurer que ce n'est pas un autre diagnostic. Ici, c'est un tableau là, qui représente les différents scénarios et les différentes situations dans lesquelles on peut porter le diagnostic d'emblée. Les scénarios les plus faciles, c'est si quelqu'un a eu 2 poussées ou 2 événements cliniques. À partir du moment qu'on voit la présence d'atteinte dans différents endroits au niveau du système nerveux, on a le diagnostic de sclérose en plaques. Mais ultimement, ce qu'on souhaite, c'est que dès le premier épisode clinique, si on peut avoir certains éléments qui sont faits dans l'investigation, qui peuvent venir nous confirmer la maladie avant qu'il y ait un deuxième épisode clinique. C'est le scénario souhaitable, c'est ce que les critères diagnostiques nous permettent de faire. Là. Ça, c'est la représentation des critères diagnostiques de 2017 de McDonald. C'est les critères diagnostiques, c'est ce qu'on utilise pour s'assurer d'avoir les éléments suffisants pour porter un diagnostic chez quelqu'un chez qui on suspecte la sclérose en plaques. Il y a dans cette revision-là de 2017 des critères diagnostiques, des critères pour la sclérose en plaques poussée-rémission, c'est ce qui est présenté ici. Mais il y en a aussi des critères pour la sclérose en plaques primaire progressif où ça prend des éléments qui sont un peu différents, puisque dans ce cas-ci, c'est qu'on voit une évolution progressive des symptômes sur au moins 1 année. Puis d'autres examens diagnostiques qui sont faits, puis on retrouve au moins 2, voire 3 des conditions là, par rapport à la localisation des lésions ou des anomalies au niveau de la ponction lombaire. Ça permet de confirmer la maladie. Les présentations cliniques plus classiques, c'est une névrite optique. Fait que c'est une atteinte, puis ça, peut-être certains d'entre vous vont se reconnaître par rapport à des symptômes qu'ils ont déjà vécu. Une névrite optique, c'est une atteinte du nerf optique où il va y avoir une inflammation qui va causer une baisse de vision, une douleur. La très, très grande majorité du temps, ça va être d'un seul côté. Là, fait qu'un œil va être atteint à un moment précis. Une autre présentation, c'est les myélites ou l'inflammation au niveau de la moelle épinière. Fait que ça va provoquer des engourdissements, des faiblesses au niveau des bras, au niveau des jambes. Ça peut être différentes combinaisons, un côté, 2 côtés, juste des troubles sensitifs, des troubles moteurs, des fois les deux. Ce qu'on appelle des syndromes du tronc cérébral. Le tronc cérébral, c'est une structure centrale au niveau du cerveau qui coordonne beaucoup de choses, dont, entre autres, les mouvements oculaires. Fait que les gens peuvent présenter des problèmes de vision double, des problèmes d'équilibre, des engourdissements au niveau du visage. Il y a différents symptômes qui peuvent être associés à ça. Lorsqu'on a une atteinte de cette région-là, ça aussi, c'est très typique. Puis finalement, les syndromes cérébelleux où les gens vont présenter des vertiges, des problèmes d'équilibre, ça aussi, là, c'est un autre mode de présentation classique. Puis on en parlait juste un peu avant là, par rapport aux différents types d'évolution. La majorité des gens vont présenter au début de la maladie soit vont présenter la forme poussée-rémission.
où on va voir des poussées, des épisodes cliniques qui vont être suivis là, quelques semaines, quelques mois après là, d'une amélioration qui peut parfois être totale, puis des fois peut être partielle. Puis, il y a un plus faible pourcentage des patients qui vont avoir, dès le début de la maladie, une évolution plus insidieuse, plus progressive, là, qui va s'installer sur des mois à années. Fait que ça, juste pour faire un survol par rapport aux éléments clés et les messages clés retenus par rapport aux critères diagnostiques, c'est vraiment le but de ces critères diagnostiques-là, c'est de permettre un diagnostic et un traitement précoce chez des patients qui sont à risque d'avoir la sclérose en plaques. Fait que le but, c'est de diagnostiquer la maladie là, dès ses premières manifestations. Puis les critères diagnostiques, ça, c'est ce que je vous présentais tout à l'heure dans le tableau. C'est si on est capable de remplacer ou de substituer une deuxième poussée par d'autres éléments cliniques qui nous permettent d'arriver au diagnostic plus rapidement, bien, ça nous permet de sauver du temps, puis ça nous permet là, d'éviter des potentiels handicaps au fil du temps. Ce qui est peut-être un peu les bémols à retenir par rapport aux critères diagnostiques puis par rapport à l'analyse de tout ça, c'est que les critères n'ont pas été établis pour distinguer la sclérose en plaques de d'autres maladies. On doit les appliquer seulement chez les gens qui ont des symptômes puis des présentations cliniques typiques. Faut pas, puis des fois, ça, c'est une chose qu'on essaie de faire, mais c'est toujours à prendre aussi avec un bémol. Si quelqu'un a eu des symptômes antérieurement, plusieurs années avant, ça se peut que ça a été peut-être des manifestations cliniques de la maladie, mais si on n'a pas de façon de le confirmer par nos examens, nos tests, c'est à prendre avec un bémol. Puis le dernier élément, non le moindre, par rapport à ce que je vous expliquais tout à l'heure, en lien avec le surdiagnostic ou les mauvais diagnostics, c'est de ne pas mettre trop de poids sur les anomalies radiologiques. Il faut à la base qu'il y ait des symptômes cliniques typiques. Les critères diagnostiques de 2017 ont été comparés à une autre version de critères diagnostiques qui ont été établis en 2010. Fait que ça, périodiquement, là, depuis à peu près les années 60, là, il y a des gens qui rafraîchissent ou établissent en fonction des nouveaux outils qu'on a, puis des cohortes de suivi de patients, des moyens d'arriver avec plus de précision au diagnostic de sclérose en plaques. Fait que ça, c'est une étude qui est quand même intéressante, qui a été publiée il y a quelques années, où on a pris une cohorte de patients, puis à peu près la moitié des patients ont fini par évoluer puis avoir la sclérose en plaques dans le futur. Puis les critères diagnostiques de 2017 étaient plus sensibles. Ce que ça veut dire, c'est que ça permettait d'arriver au diagnostic plus fréquemment, mais les critères diagnostiques sont moins spécifiques, c'est-à-dire qu'on a potentiellement plus de chances de se tromper quand on applique ces critères diagnostiques-là versus la version antérieure. Au final, ces deux éléments-là se balancent pour donner une précision qui est à peu près similaire. Puis vraiment, le gros avantage, puis c'est ce que je vous mentionnais tout à l'heure, le but, c'est qu'on arrive à un diagnostic plus rapidement. Puis ça, on voit qu'il y a une très grosse différence. Ça prend 3 mois versus 13 mois pour arriver au diagnostic lorsqu'on a appliqué les critères diagnostiques de 2017 plutôt que ceux de 2010. Fait que le but qui est souhaité est comme atteint dans ce cas-ci. Fait que, on a quand même des choses à améliorer par rapport à la spécificité que je disais tout à l'heure, qu'on ne veut pas se tromper. On essaie de développer des nouvelles techniques pour essayer d'améliorer la spécificité puis que les diagnostics soient les bons. Puis, étant donné qu'il y a des nouvelles techniques et des nouveaux outils qui ont été développés, ça a amené la présentation, parce que ça n'a pas encore été publié, de nouveaux critères diagnostiques. Puis c'est des critères diagnostiques qui ont été présentés dans un congrès européen, là, un congrès très attendu à toutes les années où l'automne passé, là, les critères diagnostiques à venir ne sont pas encore officiellement publiés et approuvés, là, qui vont permettre là, de préciser certaines choses puis d'améliorer les défauts de la version précédente là, des critères diagnostiques. Fait que ça, c'est des diapositives qui sont en anglais, là, qui ont été comme copiées d'une présentation qui a été faite à ce congrès-là. Il y a certains concepts là, sur lesquels on revient, entre autres que la sclérose en plaques, c'est un diagnostic d'exclusion, de ne pas avoir la présence de d'autres maladies ou d'autres explications aux symptômes et aux atteintes de la maladie. L'IRM, ça demeure le test paraclinique le plus utile. Puis même, ils vont jusqu'à s'avancer et à mentionner que les patients pour qui on fait un diagnostic de sclérose en plaques doivent absolument avoir des lésions typiques à l'IRM. Fait que si quelqu'un n'a pas eu un IRM, selon ce que les gens qui ont proposé les critères diagnostiques, on ne pourrait pas
déterminer que quelqu'un a la sclérose en plaques s'il n'y a pas une IRM qui a été faite. Fait que ça va un petit peu plus loin parce que c'est justement l'outil principal. On mentionne des choses que je vous ai mentionnées tout à l'heure, les mauvais diagnostics, puis le sous-diagnostic ou les retards diagnostiques, ça peut être des choses qui peuvent avoir des conséquences assez importantes pour les patients. On doit réévaluer le diagnostic de façon fréquente au fil du temps. Les changements principaux, je ne les repasserai pas nécessairement tous, là, mais il y a un des concepts qui est venu, qui va venir à changer. J'ai parlé tout à l'heure que les gens qui ont des anomalies au niveau des résonances magnétiques sans avoir de symptômes, on ne peut pas dire chez ces gens-là qui ont la sclérose en plaques. C'est un concept qui va probablement changer avec cette version-là des critères diagnostiques, que dans certaines situations, si on a plusieurs éléments, on pourrait diagnostiquer la sclérose en plaques chez des gens qui n'ont pas eu de symptômes. Encore là, c'est des gens qui peuvent être à très haut risque de développer éventuellement la sclérose en plaques, puis on veut intervenir le plus rapidement possible. Le nerf optique, là, au niveau de la vision, ce n'était pas quelque chose qui était intégré dans les régions d'intérêt où on regardait les lésions au niveau des IRM. Là, avec cette nouvelle révision-là, c'est quelque chose qu'on va ajouter. La dissémination dans le temps, de voir qu'il y a une évolution qu'on a démontrée de façon claire cliniquement ou avec les examens, qu'il y a une potentielle évolution de la maladie. On n'aura pas absolument besoin d'avoir cet élément-là si d'autres conditions sont remplies. Fait que ça va devenir un petit peu plus compliqué parce qu'il y a des petites différences. Les améliorations, puis ce qui permet peut-être de simplifier les choses, c'est qu'il n'y aura plus de distinction d'application de critères diagnostiques différents entre les gens qui ont la forme progressive de la maladie versus les gens qui ont la forme poussée-rémission. Ça va être les mêmes critères diagnostiques pour les deux formes de la maladie. On mentionne que dans certaines situations, surtout les gens qui ont plus de 50 ans, ça va peut-être prendre plus d'éléments pour confirmer la maladie. Il y a des nouveaux outils diagnostiques dont je vais parler, là, le signe la veine centrale puis les lésions paramagnétiques qui vont aider au diagnostic dans certaines situations. Puis, étant donné que c'est une maladie qui peut toucher aussi là, des enfants, des adolescents, dans environ 5 des cas, il y a certains tests diagnostiques pour d'autres maladies, là, la maladie aux anticorps MOG, qu'on doit tester absolument chez tous les enfants et tous les adolescents qui ont une suspicion de sclérose en plaques. Fait que ça, c'est un résumé. Je vais passer parce que c'est des choses que j'ai déjà mentionnées précédemment. Puis ici, c'est un algorithme un peu là, pour aider au diagnostic puis d'arriver à savoir, selon tel ou tel scénario, s'il y a plusieurs lésions à plusieurs endroits versus à un seul endroit, quels sont les éléments supplémentaires qu'on a comme besoin par rapport aux autres tests, là. CSF, c'est LCR, c'est le liquide céphalo-rachidien de la ponction lombaire. Fait que dans certaines situations, on pourrait avoir besoin d'avoir cet élément-là plus un autre ou de l'avoir ou un autre. Fait que, tu sais, il y a des et des ou selon les différents scénarios et les différentes possibilités. Fait que c'est quand même, comme vous le voyez, un peu complexe. Ça se complexifie pour vraiment s'assurer de ne pas se tromper et de se tromper le moins souvent. Ça, j'en ai glissé un mot, mais l'IRM, c'est l'outil principal. C'est ce qui est mentionné aussi là, dans ces critères diagnostiques-là pour le diagnostic de la sclérose en plaques. Fait que ça, c'est très utile pour voir macroscopiquement là, les lésions, les endroits que ça touche. Puis, il y a des formes de lésions, des tailles de lésions, puis des endroits où ces lésions-là sont présentes qui permettent d'être définitifs par rapport aux maladies. Ce qui est moins clair, c'est qu'au niveau pathologique, là, lorsqu'on regarde ces taches blanches-là, les lésions au niveau du cerveau, ça peut être à différents degrés ou à différents stades de l'évolution d'une lésion, soit une lésion très récente, très nouvelle, ou une lésion cicatrisée plus ancienne, vont donner le même signal, un hypersignal, une tache blanche d'une façon très vulgarisée là, au niveau du cerveau, là, que ce soit une nouvelle lésion ou une ancienne. Fait que les IRM ne nous aident pas nécessairement à départager c'est quoi le processus qui se passe au niveau pathologique. Là. Ça fait juste démontrer qu'il y a un dommage, mais ça peut être un dommage ancien ou récent. Fait que les lésions qu'on voit sur l'IRM, ce n'est pas spécifique. Ça peut être même aussi associé avec d'autres processus. Là, ça aussi, c'est encore là, je suis désolé de me répéter, mais c'est quand même des éléments qui sont importants. Là. Ça peut être associé avec d'autres processus pathologiques. Fait que ça aussi, l'aspect de ces lésions-là nous aide vraiment, vraiment beaucoup à distinguer la sclérose en plaques de d'autres maladies. Une lésion, quelqu'un peut avoir des lésions sans nécessairement que ce soit des lésions reliées avec la sclérose en plaques. Il peut y avoir d'autres processus, même chez quelqu'un qui a un diagnostic de sclérose en plaques, qui donne des lésions. Puis ça aussi, il faut toujours analyser ça pour être en mesure que s'il y a un nouveau problème ou un autre problème, qu'on ne le manque pas.
On essayait d'atteindre un peu la perfection ou l'amélioration par rapport aux critères diagnostiques puis aux tests qu'on peut faire pour augmenter la spécificité. Puis je vais vous montrer les exemples de qu'est-ce qui est nouveau pour nous permettre justement de moins se tromper. C'est des choses qu'on ne peut pas encore faire, mais qu'on travaille très, très fort pour être capable de faire dans notre centre ici, là, par rapport à des techniques d'imagerie qui vont nous permettre de détecter les signes qui sont plus spécifiques. On parle du signe de la veine centrale, les lésions annulaires paramagnétiques, puis les lésions à croissance lente. Là. Il y a des acronymes puis des expressions qui sont en français et en anglais, là, selon les lectures qu'on en fait. C'est des traductions personnelles. Là. Je pense que c'est des traductions qui sont quand même acceptées, là, mais qui représentent c'est quoi ces nouvelles lésions-là ou ces lésions-là plus spécifiques. Quand on regarde le signe de la veine centrale, c'est un des signes qui est proposé ou une des anomalies qui est proposée. On mentionne que 91% des patients qui ont la sclérose en plaques ont au moins une lésion dans laquelle on voit un signe de la veine centrale. Puis selon le nombre de lésions, bien, il y a moins de patients qui en présentent si on regarde un plus grand nombre de lésions. Mais c'est quand même quelque chose qui est assez fréquent là, sur les IRM. La moitié des lésions qu'on voit qui sont typiques de la sclérose en plaques vont avoir un signe de la veine centrale versus 15,7% des lésions non typiques qui vont avoir ce signe-là. C'est vraiment une façon de distinguer les lésions qui sont plus typiques, plus spécifiques de ceux qui le sont moins. Ici, c'est un tableau qui représente la sclérose en plaques versus d'autres maladies là, qui démontrent que c'est vraiment des types de lésions qui sont vraiment, vraiment plus fréquentes au niveau de la sclérose en plaques versus d'autres maladies. Ici, c'est un exemple qu'on vous donne. Ça, ici, c'est une lésion sur des séquences standards là, qu'on fait la séquence FLAIR, où on voit une anomalie qui est présente. Puis lorsqu'on fait des techniques spécifiques en regardant les dépositions de fer, puis entre autres les vaisseaux sanguins qui contiennent du sang, qui contient beaucoup de fer, on voit une ligne au travers de la lésion, puis c'est ça, dans le fond, le signe de la veine centrale. Fait que si on est capable de détecter ça, ce n'est pas quelque chose qu'on voit sur les séquences standards, mais lorsqu'on fait des séquences plus poussées, on est capable de démontrer puis de voir ces lésions-là. Les mêmes techniques nous permettent de voir les autres lésions qui sont quand même très utiles, les lésions annulaires paramagnétiques. C'est des lésions qui sont moins fréquentes. Là. On les voit dans à peu près 20% des lésions de sclérose en plaques versus 50% pour le signe de la veine centrale. Par contre, c'est des lésions qui sont très hautement là, spécifiques à la sclérose en plaques. On ne trouve pas ça en général chez des gens qui ont d'autres maladies. C'est pas mal spécifique à la sclérose en plaques. Fait que ici, c'en est un exemple où on voit les lésions sur les séquences normales. Puis on voit ici, là, dans l'exemple D, là, qu'il y a une ligne noire tout autour de la lésion. Puis c'est ça l'anneau paramagnétique annulaire. Pathologiquement, c'est quoi? C'est des lésions qui se sont un peu chronicisées. Il y a les macrophages, qui sont une cellule du système immunitaire qui va comme un peu s'organiser puis être présent en périphérie des lésions. C'est des cellules qui vont phagocyter, qui vont manger tout ce qu'il y a dans l'environnement, puis tout ce qu'il y a pour faire un peu le ménage après une attaque, après une poussée. Ces macrophages-là vont être remplis de fer. Fait qu'en détectant le fer sur les séquences, bien, on peut voir cet anneau-là qui est présent autour des lésions. Fait que c'est un peu les conceptualisations là, entre la pathologie de la sclérose en plaques versus ce qu'on peut voir au niveau des imageries. Fait que ça, c'était les nouveautés un peu par rapport au diagnostic. Là. Fait que, comme vous voyez, il y a des changements quand même relativement significatifs, puis des choses qui sont quand même relativement complexes aussi. Je vais parler maintenant du suivi. Là. C'est un autre sujet là, qui est abordé dans le cadre de la présentation. Fait que dans ce cas-ci, ben, on commence encore en parlant de l'IRM, qui est notre principal outil pour le diagnostic de la sclérose en plaques, mais c'est aussi un outil très utile pour le suivi de la maladie. Certains d'entre vous le savent aussi parce que c'est des examens qu'on va répéter à certaines fréquences dans le temps. C'est quand même quelque chose qui peut avoir certains avantages, l'IRM, mais aussi certains inconvénients. On veut vraiment procéder à des examens de suivi. Là, il y a plusieurs raisons utiles. Là, je vous liste les principales. La première, c'est si on détecte des nouvelles lésions sur des IRM, c'est quelque chose au suivi, c'est quelque chose qui est associé à un moins bon pronostic. Fait que ça, c'est un très bon argument de répéter ces examens-là puis de faire un suivi. Une autre raison, c'est que si on détecte des nouvelles lésions, ça peut amener un plus haut risque d'avoir des nouveaux symptômes puis des nouvelles poussées. Fait que ça aussi, c'est ce qu'on souhaite ultimement prévenir puis empêcher.
Puis le dernier élément, c'est que c'est un outil aussi qui peut nous être utile pour suivre puis évaluer la réponse ou la non-réponse au traitement. Fait que les gens chez qui le médicament qu'on leur donne fonctionne, en principe, on ne devrait pas voir de nouvelles lésions apparaître aux examens de suivi. Fait que c'est une des raisons pour lesquelles on souhaite procéder aux examens suivis, c'est pour évaluer puis s'assurer que la maladie est contrôlée, est stable, que le traitement fonctionne. Ça, c'est un peu une représentation de... On fait des IRM au diagnostic, c'est très, très, très utile. Lorsqu'on donne un nouveau médicament, idéalement, il faudrait quelques mois après le début de la nouvelle médication faire un examen, puis, surtout dans les premières années, faire des examens annuellement pour s'assurer qu'il y ait une stabilité puis une réponse de la médication. Puis, au fil du temps, ça peut être diminuer la fréquence des examens. Il y a des limites à l'IRM. C'est un outil très, très, très utile. Par contre, on peut voir des anomalies même chez des gens qui sont en santé puis chez des gens qui ont d'autres maladies, là, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Puis l'autre élément aussi qui est assez important, c'est que c'est un examen qui est long, qui est coûteux, puis pour lequel il y a des délais d'attente. C'est peut-être aussi quelque chose auquel vous avez déjà été confronté. Il y a probablement 10 000 examens en attente ici à l'hôpital de patients qui attendent pour avoir des examens de suivi ou des examens pour le diagnostic. Fait que c'est une réalité des limites du système par rapport à ce qu'on voudrait faire puis ce qu'on peut faire. Fait que ça, c'est un des éléments. Une autre limite, c'est que, je le montrais tantôt dans l'autre section, les processus qui sont impliqués dans la maladie, que ce soit les processus de l'activité, les nouvelles lésions, l'inflammation versus la cicatrisation ou la perte de myéline, la perte d'axone, ça va tout se représenter un peu de la même façon au niveau de l'IRM. Fait qu'on n'est pas capable de vraiment préciser ce qui se passe au niveau de ces lésions-là en regardant juste macroscopiquement, en regardant la présentation des lésions. Fait qu'on a de la difficulté vraiment à voir, puis il y a beaucoup de choses qui sont probablement cachées qu'on n'est pas capable de détecter avec les IRM qu'on fait de suivi. Fait que ça a quand même, c'est un outil utile, mais c'est un outil qui n'est pas parfait. Il y a un nouveau test que peut-être certains d'entre vous connaissent, peut-être d'autres pas. Puis encore là, c'est un test qui est à ses premiers balbutiements pour l'utilisation clinique, mais c'est un test qui s'appelle les neurofilaments. C'est un dosage sanguin. C'est un test qui permet de peut-être combler certaines lacunes que les tests d'IRM peuvent avoir. C'est quelque chose qui est utile pour la sclérose en plaques, mais potentiellement aussi pour d'autres maladies auto-immunes. La plupart des neurologues et des cliniciens qui suivent des gens qui ont sclérose en plaques trouvent ce test-là intéressant. Puis ça va probablement être un test qui va être appelé à être utilisé de plus en plus dans le futur pour les raisons dont je vais vous expliquer. C'est quoi les neurofilaments? Dans le fond, ça fait partie du cytosquelette, de la structure des axones. Fait que pour le maintenir en place, l'axone du neurone, ça prend ces protéines-là comme le neurofilament. C'est normal qu'il y ait comme un turnover, une destruction, puis une reformation de ces neurofilaments-là. Ça fait partie du processus normal là, au niveau du maintien cellulaire. Par contre, dans des maladies comme la sclérose en plaques, mais dans le fond, toute autre maladie neurologique, il va y avoir une destruction plus importante des axones, puis qui va se traduire par une plus grande quantité là, du neurofilament. C'est quelque chose qu'on va voir puis qui va se retrouver au niveau du liquide céphalorachidien. Là, le drainage un peu des déchets au niveau du système nerveux se fait via le liquide céphalorachidien, le liquide qui baigne le cerveau, les cavités ventriculaires. Puis ça, ça va se drainer, mais en plus faible quantité au niveau du sang. Puis l'avantage qu'on a par rapport à des nouvelles techniques de détection, c'est qu'on est capable d'analyser des infimes quantités de cette protéine-là dans des prises de sang, alors que depuis 20-25 ans, on est capable d'analyser ça sur des prélèvements de liquide céphalorachidien. Donc, ces techniques-là ont permis de nous donner cet outil-là là, pour le suivi des patients en faisant une prise de sang. Fait que le niveau de cette protéine-là, le neurofilament, est proportionnel au degré de dommage. Plus que le système est endommagé, plus que c'est sévère, plus que le niveau va être reflété puis va être élevé.
Dans la sclérose en plaques, il y a la barrière hémato-encéphalique qui est perméable, c'est-à-dire qu'elle va laisser passer des produits entre le sang et le système nerveux. Fait que ça va faire en sorte que potentiellement ces niveaux-là de neurofilaments vont être plus élevés chez les gens qui ont la sclérose en plaques ou les maladies neurologiques versus les gens qui n'ont pas de problème de santé. Comme je l'ai mentionné, on peut le détecter dans le LCR, mais plus récemment avec une technique qui s'appelle la technique CIMOA. C'est quelque chose qu'on peut détecter dans le sang à des niveaux qui sont probablement à peu près 50 à 100 fois plus faibles que ce qu'on est capable de détecter au niveau du LCR. On voit que peu importe la forme de sclérose en plaques, si on compare les taux qu'on retrouve chez les sujets sains, ça va être en quantité plus élevée. Fait que c'est vraiment quelque chose qui permet de voir le degré de sévérité de la maladie. Puis il y a aussi une grande corrélation, un lien entre le nombre de poussées puis le nombre de lésions aussi actives au niveau des IRM qui va être corrélé avec le résultat de ce test sanguin-là. C'est vraiment un reflet de l'activité inflammatoire de ce qu'il y a de nouveau en termes de dommages au niveau de la maladie là, versus d'autres tests dont je vais vous parler qui représentent peut-être plus un peu la caractéristique ou l'aspect progressif de la maladie. Ici, c'est un exemple d'une étude qui a été faite où on regarde les niveaux, le pourcentage des gens par rapport à la population. Plus que les niveaux sont élevés, plus qu'il va y avoir de nouvelles lésions sur les IRM des patients. Fait que les patients qui ont des niveaux très, très bas, la majorité, on va voir aucune nouvelle lésion, puis quelques-uns vont voir une, peut-être 2 lésions. Mais les gens qui ont des niveaux très élevés, à partir de 70, 90, presque dans les centièmes percentiles, là, vont avoir le plus grand nombre de nouvelles lésions sur les IRM. Là. Fait qu'il y a vraiment une corrélation par rapport à d'autres marqueurs qui sont utilisés pour le suivi de la maladie. Il y a eu plusieurs études, puis des études qui ont été faites aussi rétrospectivement, là, avec des prélèvements sanguins qui ont été faits 10 ans, 15 ans avant chez des gens. Puis il y a vraiment une valeur prédictive de ce test-là par rapport à l'évolution de la maladie, le niveau de DSS, le niveau d'handicap relié avec la maladie, la détérioration du handicap dans le futur, l'atrophie cérébrale, puis le risque d'évoluer vers la forme progressive. Plus les niveaux sont élevés, plus que ces facteurs-là de pronostic peuvent être présents. L'autre caractéristique qui est quand même très, très intéressante, puis il y a eu plusieurs études qui ont validé puis regardé ça, c'est que les traitements permettent d'amener une diminution du résultat là, sanguin des neurofilaments. Fait que ça, c'est un test qui peut nous permettre de dire si quelqu'un répond ou pas au traitement. Il y a encore quand même des bémols de ce côté-là parce que le seuil à partir duquel on se dit que oui, il y a une réponse au traitement, c'est quoi la variation normale? Le test peut être des fois un petit peu plus élevé, puis 3 mois plus tard peut être un petit peu plus bas. Fait que c'est quoi le chiffre qui nous permet de dire qu'il y a vraiment une réponse au traitement? Ça, c'est encore sujet de certains débats. Fait que c'est vraiment un test qui est sensible et utile pour le pronostic, puis aussi évaluer l'effet des traitements. Par contre, une des limitations puis un des défauts de ce test-là, pas tant par rapport à ce qu'on veut comme l'utilité puis la raison pour laquelle on fait ce test-là, mais c'est que c'est pas spécifique qu'à la sclérose en plaques. N'importe quelle maladie neurologique va être amenée à avoir une plus grande quantité de neurofilaments. L'exemple classique qu'on donne, c'est si quelqu'un a eu une commotion une semaine avant d'avoir passé sa prise de sang, c'est possible qu'il soit élevé, puis ce n'est pas à cause de la maladie, c'est à cause d'un choc à la tête, d'un trauma à la tête. Là. Fait que ça reflète le dommage qui se passe au niveau du système nerveux, mais pas nécessairement ce qui est spécifique à la sclérose en plaques. Puis ça, c'en est un exemple. Là, les maladies plus rapidement évolutives au niveau neurologique, comme la sclérose latérale amyotrophique ou la maladie Creutzfeldt-Jakob, c'est des maladies, en l'espace de quelques mois à maximum quelques années, les gens vont décéder à cause d'une évolution très, très rapide. C'est dans ces maladies-là qu'on voit les taux les plus élevés. Puis la sclérose en plaques, ici, bien, c'est quand même quelque chose pour lequel on voit des taux beaucoup plus élevés. Mais plus que ces maladies neurologiques-là sont graves, plus que le taux va être potentiellement élevé là, dans la population étudiée. Fait que ce n'est pas unique juste à la sclérose en plaques, comme vous pouvez le voir. Il y a d'autres facteurs aussi à prendre en considération par rapport à l'analyse de ces résultats-là puis de ces tests-là. C'est que les valeurs peuvent être influencées par plusieurs facteurs. La valeur double entre 20 et 50 ans. Fait que les gens qui ont plus que 60 ans, juste à cause du processus un peu de vieillissement normal, les taux de sérique de cette protéine-là, le neurofilament, vont être plus élevés. L'IMC, le poids corporel, va aussi amener des variations du résultat.
Les gens qui ont de l'insuffisance rénale, là, si la protéine n'est pas éliminée par les reins, elle va s'accumuler puis le résultat va être faussement augmenté. Les gens qui ont d'autres problèmes de santé peuvent aussi avoir des valeurs qui sont plus élevées. Ce n'est pas uniquement à cause de la sclérose en plaques. Puis les aspects qui nous restent à valider, j'en ai nommé un tout à l'heure, c'est les seuils qu'on utilise pour dire quand est-ce que c'est élevé, quand est-ce que ça l'a diminué suffisamment pour dire qu'on a une réponse au traitement. Ça, ce n'est pas encore nécessairement très bien accepté ou établi. Puis selon où le test est fait, avec quelle technique, les valeurs peuvent être parfois différentes. Fait que ça, la standardisation de la technique, c'est encore quelque chose qui est à peaufiner. Puis, à ce stade-ci, puis ça va probablement être encore le cas pour quelques années, il n'y a pas encore de plateforme puis de tests qui peuvent se faire dans les labos hospitaliers. C'est encore principalement dans les labos de recherche là, que ça peut se faire, ce test-là. Puis ça, bien, c'est appelé à changer, mais ça nécessite là, des approbations puis des validations là, qui prennent toujours beaucoup de temps. Fait que c'est vraiment un test très, très utile. Puis ça aussi, c'est une nouveauté intéressante, je pense, à vous parler puis à vous présenter. Un autre aspect quand même, juste pour parler encore de ce test-là, les neurofilaments, ce qu'on peut voir, c'est que le test peut être augmenté même avant qu'une poussée survienne. Fait que ça, il y a des gens à Ottawa là, qui utilisent beaucoup, qui font beaucoup de recherches par rapport à ce test-là, qui ont démontré que plusieurs mois avant l'apparition d'une poussée, on pouvait déjà voir une augmentation du taux du neurofilament. Fait que ça, c'est un test qui peut être utile justement pour savoir, oups, il y a peut-être quelque chose qui s'en vient, puis on peut peut-être faire de quoi avant que ça arrive. Le taux va être au maximum des symptômes cliniques lorsqu'il va y avoir une poussée. Puis en général, ça prend aussi peut-être 4 à 5 mois après une poussée pour vraiment s'assurer que le niveau puis le résultat du test est revenu à la normale du patient ou de la personne. Bon, ça c'était un peu la même chose. Puis dans un monde idéal, lorsque ça va être disponible, c'est probablement un test sanguin qu'on va faire quelques fois par année, là, qui va nous permettre justement d'avoir une trajectoire, une idée, puis à partir de quand on peut peut-être détecter qu'il y a une possibilité d'avoir des changements cliniques. Là. Fait que c'est quand même un test qui est prédictif, qui est potentiellement utile, entre autres pour suivre l'effet des traitements, pour le pronostic. Mais puis ça, c'est pour revenir un peu à la première question que je vais poser au début de la présentation. Ce test-là, ça ne sera jamais un test pour le diagnostic de la sclérose en plaques parce que c'est élevé dans plein de maladies neurologiques. Là, fait que c'est pas quelque chose qui va vraiment nous permettre de diagnostiquer la maladie, mais plutôt faire le suivi de la maladie. Il y a d'autres tests à venir par rapport auxquels les résultats sont un peu plus préliminaires. Là, il y a une protéine qui s'appelle GFAP, c'est une protéine qui est reliée avec les astrocytes. C'est certaines cellules là, du système nerveux. Cette protéine-là va être présente en plus grande quantité chez les gens qui ont des formes progressives de la maladie. Puis il y a une étude quand même assez intéressante qui a été publiée il y a 1 an qui démontre que les gens qui ont des taux de neurofilaments bas, puis des taux élevés de GFAP vont pas répondre au traitement. Fait que ça, des fois, quand on se dit on ne va peut-être pas nécessairement exposer certains patients à des traitements, risquer des effets secondaires s'il n'y a potentiellement pas de réponse, bien ça peut peut-être être un moyen là, de détecter chez qui on va peut-être utiliser certains nouveaux traitements et éviter des traitements qui n'auront pas d'effet. Fait qu'il y a vraiment une corrélation entre le résultat de ce test-là puis la progression, la portion plus progressive de la maladie. Là. Encore là, ce n'est pas un test qui est encore trop utilisé, là, mais c'est quand même quelque chose qui amène beaucoup d'intérêt là, dans les présentations, dans les congrès. Pour la dernière section, et non la moindre là, par rapport aux nouveautés, là, c'est toujours les choses que, même des fois lors de rendez-vous, qu'on se fait poser, c'est quoi les nouveautés, y a-t-il des nouvelles choses? Diego a parlé tout à l'heure là, des traitements, des premiers traitements là, qui datent du milieu des années 90, là, les interférons. Au fil des années, il y a vraiment une expansion du nombre de traitements qui est disponible pour traiter la sclérose en plaques. Mais la très grande majorité, sinon la plupart des médicaments qui sont utilisés, agissent là, qu'on appelle un peu en périphérie, c'est-à-dire que les médicaments sont administrés par injection sous-cutanée, intraveineux, prise péros, prise orale, mais ça va agir au niveau du corps pour affecter certaines cellules du système immunitaire qui, elles, peuvent transgresser ou entrer au niveau du système nerveux puis causer des dommages. Fait qu'on agit un peu en amont pour empêcher que les cellules qui font le dommage fassent du dommage au niveau du système nerveux. Fait que la plupart des médicaments qui sont disponibles agissent vraiment en périphérie.
puis un peu moins au niveau du système nerveux central, là où la maladie se passe. Encore là, c'est vraiment très, très, très bref et superficiel comme analyse, mais le système immunitaire puis les cellules du système immunitaire sont un peu classifiées ou séparées en deux grandes catégories. Il y a le système immunitaire adaptatif. S'il y a une réponse spécifique, ça va produire surtout des lymphocytes T et des lymphocytes B qui vont être spécifiques par rapport à un pathogène ou une protéine anormale. Puis il y a le système immunitaire inné qui, elle, va avoir une réponse qui va être à peu près la même, peu importe le processus de dommage qui est présent. Puis ce n'est pas les mêmes cellules, on parle plus des macrophages ou de la microglie, des cellules dendritiques, des cellules natural killer, puis les mastocytes qui font partie du système immunitaire inné. Je vous parle un peu de ça parce que la microglie, c'est une cellule qui est dormante, on peut dire, au niveau du système nerveux, qui est la cible de plusieurs nouveaux traitements là, qui sont en étude de phase 3. Là. Donc, ce qu'on essaie avec des nouveaux traitements et des nouvelles approches, c'est de cibler les cellules présentes au niveau du système nerveux pour potentiellement agir sur deux phases. Là. La microglie, ça a deux rôles. Là. Un rôle qui est de participer à la neuroinflammation, puis l'autre rôle, c'est de participer à la réparation. Fait que c'est des cellules quand même assez intéressantes à étudier puis à cibler par rapport au traitement, surtout parce que c'est présent au niveau du système nerveux, puis aussi parce que ça agit sur deux fronts là, à la fois pour réduire l'inflammation puis pour améliorer la réparation. Fait que ça, c'est ce que je viens de vous mentionner. Une des classes de médicaments qui est à l'étude, il n'y a pas encore de médicaments approuvés pour la sclérose en plaques, mais ça va peut-être changer dans les prochains mois, la prochaine année. Là, ça a été soumis, entre autres, aux États-Unis. C'est les inhibiteurs du Bruton tyrosine kinase. Là, c'est une protéine qui est présente au niveau de certaines cellules du système immunitaire qu'on va pouvoir inhiber ou bloquer pour essayer d'empêcher certains de ses effets. C'est des médicaments qui se prennent par la bouche. Puis ce qui est intéressant avec ce type de médication-là, c'est que ça a la capacité d'entrer dans le système nerveux central. Ce n'est pas le cas de tous les médicaments, mais il y a quand même une présence, là, puis c'est transporté à l'intérieur du système nerveux, là où ça peut affecter ou jouer sur la microglie et les lymphocytes B. Fait que c'est vraiment les deux cibles. Il y a la présence de cette protéine-là, la Bruton tyrosine kinase, à la fois dans les lymphocytes B qui sont dans le système immunitaire adaptatif, puis la microglie qui est dans le système immunitaire inné. Fait que ça joue aussi sur deux fronts. Fait qu'il y a plusieurs effets potentiels de cette médication-là, de cette classe de médicaments-là. Il y a plusieurs formes de traitement, là, puis c'est aussi pour les gens qui sont intéressés, puis qui lisent, puis qui voient ce qui se passe là, dans le développement des nouveaux médicaments. Là, il y a plusieurs noms là, de molécules qui ont été étudiées dans des études de phase 2, puis certaines sont dans des études de phase 3 en ce moment. Là, fait que les médicaments qui finissent par les brutinib, là, fait que évobrutinib, tolebrutinib, phénébrutinib, rémibrutinib. Il y en existe d'autres qui sont dans des phases un peu plus précoces là, d'évaluation d'efficacité. Fait que ça, c'est une classe de médicaments pour laquelle il y a plusieurs études en cours. Puis ce qui est intéressant, puis ça aussi, ça a été mentionné un petit peu tout à l'heure, c'est que c'est étudié à la fois pour des populations de gens qui ont la sclérose en plaques progressive, puis des gens qui ont la sclérose en plaques poussée-rémission. Puis ce qui semble se dégager des premiers résultats d'études, c'est que ça ne fonctionne pas plus que les autres médicaments déjà disponibles pour les formes poussée-rémission, mais ça a potentiellement un certain effet, pas un grand effet, mais un effet pour ralentir l'évolution pour les gens qui ont la forme progressive de la maladie. Fait que c'est pour ça que c'est quand même intéressant, étant donné certains rôles des microglies là, qui sont la cible de cette classe de médicaments-là. Il y a une autre classe de médicaments aussi qui s'appelle les anti-CD40 ligands. Puis le médicament là, principal de cette classe-là, ça s'appelle le frexalimab. C'est un anticorps monoclonal, c'est une protéine là, qui a comme été formée, qui est administrée de façon intraveineuse, puis lui aussi agit sur des cibles qui vont être présentes à la fois au niveau du système immunitaire adaptatif et inné, puis en particulier là, au niveau des microglies, mais aussi plusieurs cellules, les lymphocytes B, les lymphocytes T. Le CD40 ligand, c'est quelque chose que sur les cellules immunes malades va être exprimé en plus grande présence. Les cellules immunes saines, ça va être beaucoup, beaucoup moins exprimé. Fait que c'est la raison pour laquelle on est capable de cibler des cellules qui sont anormales, puis pas cibler les cellules qui sont normales.
Puis c'est quelque chose qui est impliqué dans la co-stimulation, là, c'est-à-dire que ça ne prend pas juste le CD40 ligand, mais ça prend un autre cible aussi. Puis lorsque l'activation simultanée des deux, là, à ce moment-là, le système immunitaire finit par amener une cascade, là, puis des dommages plus importants. Fait que c'est présent à plusieurs niveaux, au niveau d'interaction entre différentes cellules du système immunitaire, entre les macrophages puis les cellules T, puis entre les cellules B puis les cellules T. Fait qu'on peut cibler là, à la fois le système immunitaire adaptatif et inné avec cette classe de médicaments-là. Autre classe de médicaments qui cible aussi les microglies, là, fait que je parle beaucoup de ça parce que c'est vraiment ça qui est la cible là, active là, de nouveaux traitements, c'est les agonistes TREM2. TREM2, c'est une protéine qui est présente sur les macroglies puis qui permet sa survie de la microglie. Puis c'est une cible qui est d'intérêt parce que ça peut peut-être aider à initier là, les fonctions de réparation de la microglie. Ça, encore là, c'est très, très précoce. Ce n'est pas juste utilisé pour la sclérose en plaques, c'est potentiellement utilisé pour d'autres maladies auto-immunes aussi, mais c'est une façon de peut-être favoriser là, la réparation, là, ce qui est toujours un peu le saint Graal qui est visé là, par rapport au traitement. Fait que ça, c'est juste une représentation un peu là, de l'activation de cette protéine-là là, pour ce qui est des microglies puis des macrophages pour favoriser là, les fonctions plus réparatrices. On a la chance, on vous accueille ici à Québec dans le nouveau centre de recherche qui était juste à côté du centre de cancérologie. Là. Il y a peut-être même, je pense que la photo a probablement été prise dans le hall qui est juste à côté ici. C'est un de mes collègues, là, le docteur Brunet, là, qui a été formé à Ottawa pour développer les traitements de cellules souches pour la sclérose en plaques. C'est un traitement qui est donné de concert avec les hémato-oncologues. Fait qu'on on a eu la chance d'être les premiers au Québec à pouvoir développer cette technique-là, puis de pouvoir l'offrir à certains patients. Il n'y a pas beaucoup de patients qui ont eu ce traitement-là parce que c'est un traitement qui a quand même certains avantages, mais des inconvénients. C'est une procédure à haut risque. Ça nécessite des hospitalisations qui peuvent parfois s'échelonner sur plusieurs semaines. Il y a jusqu'à 3 % des patients qui reçoivent ce traitement-là qui peuvent en décéder. Il y a beaucoup, beaucoup d'infections. C'est des traitements quand même très, très intensifs où on va prélever les cellules du système immunitaire des gens, faire des techniques pour les purifier puis de sélectionner les cellules souches. Ensuite, on va donner des traitements de chimiothérapie de conditionnement qu'on appelle. C'est vraiment pour mettre le système immunitaire à zéro. Puis, à ce moment-là, on réinfuse les cellules pour former, comme si on peut dire, un nouveau système immunitaire qui va avoir moins la propension de causer des dommages puis de causer la maladie. Fait que c'est un traitement qui nécessite quand même beaucoup de complexité technique, puis il y a beaucoup de risques aussi. Dans la période suite à l'administration de la chimiothérapie, il peut y avoir plusieurs semaines pendant lesquelles les gens sont exposés à avoir plusieurs effets secondaires, plusieurs risques, plusieurs infections. Là. Fait que c'est quand même une technique qui est associée avec des effets secondaires relativement considérables. Il y a une autre approche un peu similaire puis nouvelle qui est utilisée pour plusieurs maladies auto-immunes, mais qui a été empruntée au domaine de l'oncologie aussi. C'est utilisé pour traiter les cancers hématologiques. Ça s'appelle les CAR-T. C'est des cellules T dans lesquelles on a comme implanté, si on peut dire, des missiles à tête chercheuse qui vont vraiment cibler le CD19, qui est une protéine en surface là, des cellules de la lignée B. Fait que ça va vraiment, là, on va être en mesure de prendre les cellules d'un individu, d'amener ou de mettre ces genres de missiles à tête chercheuse-là à l'intérieur des cellules T de la personne. Puis lorsqu'ils sont réinfusés chez la personne, les cellules vont venir détruire les lymphocytes B qui sont impliqués pour produire les anticorps, pour influencer les cellules T qui vont, elles, amener certains dommages de la maladie. Fait que c'est une nouvelle technique pour les gens qui ont des lymphomes, par exemple. C'est des traitements qui sont donnés, mais c'est des traitements qui ont aussi, un peu comme la greffe de cellules souches, des risques quand même relativement importants. Ça commence à être utilisé dans des études très, très, très précoces là, pour évaluer la sécurité pour la sclérose en plaques, mais dans le cadre de d'autres maladies auto-immunes aussi, parce que c'est souvent les mêmes cellules qui vont être présentes là, au niveau des cancers hématologiques, des cancers sanguins, puis des maladies auto-immunes. Fait qu'il y a une logique un peu d'utiliser ce même genre de traitement-là, mais c'est des traitements qui sont administrés
à une reprise qui peuvent potentiellement, si c'est efficace, bien entendu, amener une rémission complète et prolongée de la maladie. Fait que c'est un peu l'équivalent de la greffe de cellules souches aussi, où, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais ce qu'on vise avec ces traitements-là, c'est que la maladie reste stable et inchangée pour les années à venir. Par contre, il y a toujours une bonne face puis une mauvaise face à la médaille. Entre autres, là, c'est l'aspect de la toxicité avec ces traitements-là. Il y a des effets secondaires quand même assez considérables peuvent arriver. Là. Il y a une atteinte qu'on appelle le syndrome de relargage des cytokines. Les gens font de la fièvre, sont très, très malades suite à l'administration de cette médication-là. Ça arrive quelques jours après l'administration. Puis, il y a une toxicité neurologique aussi là, qu'on appelle le ICANS, où les gens peuvent avoir des confusions, des convulsions, des comas, de la difficulté à s'exprimer. Il y a plusieurs signes neurologiques parce que c'est une toxicité au niveau du système nerveux là, qui s'installe suite à l'administration de cette médication-là. La plupart du temps, c'est réversible, mais dans certains cas, ça peut être irréversible. Puis dans ce cas-ci, c'est ce qu'on ne souhaite pas donner un traitement qui va rendre quelqu'un pire qu'il était avant, mais ça peut faire partie des risques potentiels de ces thérapies-là, high risk, high reward. Fait que j'ai parlé un petit peu de certaines avenues de traitement plus nouveaux, là, ce qui est comme à l'étude, dans les études. C'est intéressant de voir, là, parce qu'on a toujours l'impression de se dire qu'il y a des nouveaux traitements, puis à un moment donné, il n'y aura plus de nouvelles idées de cibles de traitement puis de façon d'affecter la maladie, mais il y a toujours quelque chose de nouveau, puis ça rend le domaine intéressant, puis ça peut déboucher au fil du temps à des avenues intéressantes pour les gens qui sont affectés par la maladie. Il y a d'autres besoins non comblés aussi que je voulais juste mentionner là, par rapport à la médication, c'est qu'il y a quand même des effets secondaires considérables avec les médicaments, puis ça peut faire en sorte que des fois, les effets secondaires peuvent être pires que les effets positifs. Fait que ça vient jouer un peu dans la balance, puis ça peut des fois limiter les options disponibles. Puis quand c'est utilisé tôt dans la maladie, ça a plus de chances de fonctionner que si c'est utilisé plus tardivement dans la maladie. Fait que c'est un autre facteur aussi important à prendre en considération. Puis malgré les nouveaux traitements, puis il y a certains traitements là, qui sont disponibles depuis déjà quelques années, qui ont un très, très grand effet pour contrôler la sclérose en plaques, mais il y a toujours un 5 à 10 à 15 % des gens qui ne répondent pas à ces traitements-là. Fait que d'avoir des nouvelles options qu'on peut leur offrir, c'est toujours ce que l'on souhaite. Puis un autre aspect aussi qui a été mentionné un petit peu plus tôt là, dans la présentation initiale, là, c'est en ouverture, là, c'est les options de traitement pour les formes progressives. Là, on voit que, puis ça fait déjà plusieurs années là, que c'est prôné, là, c'est d'essayer de trouver des cibles de médicaments qui vont aider aussi pour les formes progressives de la maladie, pas juste les formes poussées rémission, parce que pour les formes progressives, il y a beaucoup moins d'options disponibles, des options qui sont en général moins efficaces qu'on le voudrait. Fait qu'en conclusion, comme vous l'avez probablement vu, j'espère que je ne vous ai pas trop endormi ou perdu avec toutes ces informations-là, mais ça démontre à quel point ça bouillonne beaucoup, puis il y a beaucoup de nouveautés en sclérose en plaques, à la fois par rapport aux outils qu'on peut utiliser pour le diagnostic, pour le suivi de la maladie. Le but, ultimement, c'est de détecter la maladie le plus rapidement possible, limiter les erreurs de diagnostic, puis être capable de suivre la maladie, puis de réagir le plus rapidement possible pour prendre le contrôle de la maladie, puis éviter des conséquences permanentes. Puis finalement, c'est ça, comme je vous l'ai montré aussi, il y a plusieurs traitements. Certains de ces traitements-là ciblent la forme poussée-rémission. On essaie de trouver des mécanismes d'action, des nouvelles options avec des avantages que d'autres traitements déjà utilisés n'ont pas. Mais on vise aussi à essayer là, de cibler les formes progressives, puis aussi de trouver des options de médicaments qui peuvent aider à la réparation aussi des dommages, là, ce qui est toujours le souhait ultime là, de faire reculer la maladie plutôt que de l'empêcher d'avancer. Fait que ça, il y a beaucoup de recherches, puis comme vous le voyez, on l'espère là, dans les prochaines années, certains médicaments qui vont aider à favoriser la réparation aussi. Fait que sur ce, c'est la portion des questions pour l'auditoire. Je pense pour l'auditoire pour commencer, puis en diffusion par la suite. Oui, on va avoir le micro, on va le passer dans la salle pour que tout le monde entende bien les questions. Ça a changé depuis, pourtant je ne suis pas si âgée de ça, là, mais ça a changé depuis le temps où on a essayé de me diagnostiquer. On m'a dit, bien,
Si tu veux, tu peux prendre un neurologue. Si tu veux, tu peux faire une IRM. Si tu veux, tu peux faire tel examen. C'est pour ça que j'ai été me chercher un bon neurologue. Deuxièmement, moi, je suis de forme lente et progressive. Et j'ai hâte qu'il n'y ait pas juste des traitements pour les formes poussées-rémission. J'ai hâte aussi qu'on se penche beaucoup sur la forme lente et progressive, parce que je ne suis pas toute seule sur la planète qui a ça. Comprenez-vous? Oui, il y a vraiment des efforts internationaux pour justement là, venir à briser ces barrières-là, puis à améliorer la prise en charge des traitements pour les formes progressives de la maladie. Là, puis ça semble potentiellement commencer à porter des fruits. Là. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Juste levez la main, on va venir vous porter le micro. Juste un des deux qui marche. On va prendre ça là. Merci beaucoup. Je me demandais, est-ce qu'une forme poussée-rémission, ça devient obligatoirement une forme progressive? Oui, ça, c'est une bonne question. J'ai parlé surtout, c'est par souci de temps un peu, si on peut dire, de les formes de la maladie au début, qu'il y a quand même un 10% environ de gens qui vont avoir la forme progressive dès le début de la maladie, puis le 90% qui vont avoir la forme poussée-rémission. Des gens qui ont la forme poussée-rémission, il y en a des gens qui vont évoluer vers la forme secondaire progressive, c'est-à-dire que ce n'est pas progressif au début, mais ça finit par apparaître au fil du temps. Ça, les données, disons, comme on pourrait peut-être dire, plus contemporaines, là, actuelles, c'est moins clair de c'est quoi le pourcentage, après combien de temps, parce qu'il y a des traitements qui peuvent être donnés maintenant qui ont probablement un effet pour retarder l'évolution. Puis j'utilise le conditionnel parce que de pouvoir étudier ça, ça prend des années et des années. Puis il y a beaucoup des informations qui sont encore véhiculées, qui sont vraies et bonnes, mais qui étaient d'actualité lorsqu'il n'y avait aucun traitement disponible. On dit souvent, il y a 50% des gens qui vont avoir après 15 à 20 ans la forme secondaire progressive. Mais ça, c'était avant que les médicaments existent. C'est probablement plus tout à fait vrai. Le pourcentage est probablement plus faible. Mais oui, il y a quand même un risque d'évoluer vers la forme secondaire progressive. Mais les pourcentages, ça prend du temps avant de refaire des études pour savoir vraiment exactement c'est quoi la proportion, puis après combien d'années. Puis ça, il y a beaucoup de variabilité. Là. Il y a des gens qui sont très malchanceux, que ça peut arriver peut-être 2-3 ans après leur diagnostic, puis d'autres que ça peut arriver après 30 ans, puis d'autres chez qui ça n'arrivera jamais. Là. Fait que ça, c'est difficile, c'est très, très, très difficile à évaluer. Puis ça fait partie de certains concepts qui sont peut-être aussi appelés à changer. Là. Ça, c'est souvent la question qu'on a. Quelle forme de maladie que j'ai? Puis des fois, on est capable de le dire de façon très claire au début à cause de l'évolution, puis comment les symptômes se sont présentés, s'il y a eu des périodes d'amélioration versus s'il n'y en a pas eu. Des fois, ça prend un certain recul, puis peut même s'échelonner sur quelques années pour vraiment être capable de dire quelle forme exactement c'est. Ça aussi, on peut se tromper beaucoup de ce point de vue-là. Puis les concepts un peu pathologiques ou ce qui se passe au niveau de la maladie dans les différentes formes, il y a beaucoup plus de similitudes que de différences entre les formes de maladie. Fait que c'est des concepts qui sont encore utilisés pour plusieurs raisons, mais les processus qui causent la progression, les poussées, l'activité de la maladie, c'est probablement tout un peu imbriqué, puis on essaie de classifier ça, mais ce n'est pas nécessairement évident. Là. Fait que, mais pour répondre à votre question, oui, il y a quand même un pourcentage de gens qui n'est pas négligeable, là, qui peuvent évoluer vers la forme secondaire progressive après la forme poussée-rémission. C'est probablement moindre en 2025 que ça pouvait l'être en 1985, disons. Là. Une autre question? Oui, bonjour, merci pour la conférence, c'était excellent. Je travaille avec des personnes atteintes, puis j'ai parfois des commentaires de gens qui ont eu un diagnostic et le neurologue a diagnostiqué l'ASP, mais l'ASP, ça vient avec plein d'autres effets secondaires. Pour certains, c'est le brain fog, le manque de concentration. D'autres, c'est
des douleurs, bon, tout ça. Et plusieurs membres m'ont dit que leur neurologue n'était pas prêt à adresser tous ces symptômes-là en disant, ben c'est ça la maladie. On dirait qu'il y a, pour certains neurologues, pas une ouverture à pouvoir explorer des façons de contrôler ou d'amenuiser ces effets secondaires-là. Tu sais, mettons, pour la concentration, il y a des solutions. Pour des gens qui ont des troubles d'incontinence, il y a des solutions aussi qui peuvent être explorées. Qu'est-ce qui pourrait être mis en place pour conscientiser les neurologues à peut-être pousser plus loin, à pas juste diagnostiquer puis traiter l'ASP, mais d'essayer d'améliorer tout ce qui vient avec le diagnostic pour améliorer la qualité de vie. Moi, j'ai des membres qui se sentent vraiment démunis et sans ressources face à ça. Puis on voit aussi des inégalités dans les qualités de suivi selon les médecins. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ce volet-là? Merci. Ouais. Bien, c'est une très, très bonne question, un très bon commentaire, dans le sens que le traitement, il y a vraiment plusieurs facettes, là, puis le traitement, pour contrôler la maladie, c'en est un, mais le traitement des symptômes, puis ça, j'allais mentionner ce que vous avez mentionné à la fin, dans le quotidien des gens qui sont affectés par la maladie, c'est ça qui peut affecter en bien ou en mal leur qualité de vie, là. Puis la sclérose en plaques, il y a d'innombrables symptômes, des symptômes qui sont florides ou visibles, puis d'autres symptômes qui sont silencieux, que les gens vivent, sentent, puis des fois, ils ne savent même pas que ça peut être relié avec la maladie. Puis ça, des fois, c'est un peu difficile. Il y a certains symptômes pour lesquels il y a des traitements qui sont disponibles, puis d'autres symptômes pour lesquels il y a moins de traitements ou pas de traitements qui sont disponibles. Il y a quand même toujours, ce n'est pas des traitements médicamenteux, des approches un peu en réadaptation. Puis ça, c'est peut-être par rapport à un enjeu qui peut être développé pour répondre à votre question, c'est l'impact de plusieurs professionnels de la santé, puis de faire des équipes multidisciplinaires. Puis ça, parfois, il y a certaines cliniques qui sont mieux équipées ou certains médecins qui ont plus facilement accès que d'autres peuvent avoir accès. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui aide beaucoup à la prise en charge d'avoir accès à des équipes multidisciplinaires avec des physiothérapeutes, des ergothérapeutes, psychologues, neuropsychologues. Mais dans le réseau, dans l'état dans lequel il est, des fois, malheureusement, il y a des variations par rapport à l'accès à ces ressources-là. Puis même où il y en a, des fois, il y a des listes d'attente aussi considérables. Mais ça, c'est une des avenues qui peut beaucoup, beaucoup aider pour aider les gens à mieux vivre avec la maladie dans leur quotidien, là. Oui. Oui, bonjour. Regardez, moi, j'ai eu une drôle de chose qui m'est arrivée au mois de mars. J'avais comme une grippe, OK? J'avais une grippe, j'avais des symptômes de la grippe. Puis, j'ai eu une drôle de chose, OK? C'est que je suis allée dans une pharmacie et en sortant de la pharmacie, j'ai tombé. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Puis là, en tout cas, j'ai demandé à des personnes de me pousser avec mon déambulateur. Et finalement, mon neurologue, Dr Nadeau, il m'avait dit, vous allez passer une résonance magnétique en 2025. Bon, mais là, j'ai dit, garde, c'est en plein le temps d'aller passer une résonance magnétique. Fait que j'ai appelé à l'hôpital puis j'ai demandé si je pouvais aller passer une résonance magnétique. Ben, tu sais, j'ai eu deux épisodes dans la même semaine, tu sais, à cause de la grippe ou je ne sais pas quoi, là, le microbe que j'avais pogné. Dans le fond, c'est que dans le fond, le jeudi, je suis allée au café rencontre de la Société sclérose en plaques. Et en sortant de là, c'est ça, je suis allée à une pharmacie. Puis en sortant de la pharmacie, j'ai tombé par terre. Mais je ne me suis pas fait mal. Mais là, après avoir passé ma résonance... En tout cas, là, je vais vite un peu, là. Mais après avoir passé ma résonance magnétique, le neurologue m'a appelé. Il dit, Madame Fortin, il dit, ce que vous avez eu, c'est pas une poussée de la sclérose en plaques, c'est une pseudo-poussée. Mais j'avais jamais entendu parler de ça du tout avant. C'est un phénomène. Ça aussi, c'est bien de le mentionner, oui. L'existence de ces phénomènes-là. Vous l'avez mentionné, vous avez eu un épisode de grippe et d'infection qui coïncidaient en même temps. Puis c'est un phénomène qu'on voit par
l'activation, la fièvre, la température corporelle, le fait qu'on combatte quelque chose peut amener une aggravation transitoire de certains symptômes de la maladie, faire réapparaître certains symptômes qui étaient plus présents depuis des mois, voire des années. Puis de façon générale, lorsque cet élément-là, disons une infection, un rhume, comme vous dites avoir eu, ça rentre dans l'ordre. Ensuite, l'état clinique revient au niveau qui était avant que tout ça se passe. C'est l'évolution habituelle, mais des fois, il peut y avoir quand même certaines différences, puis ça ne revient pas nécessairement toujours à la normale après, ou ça peut prendre du temps. Mais c'est un phénomène où quand il y a... C'est un réflexe qu'on a en tant que médecin, en tant que neurologue. Si quelqu'un a des nouveaux symptômes, c'est de s'informer s'il peut avoir eu une infection simultanément, ou si les gens n'ont pas eu des symptômes, de peut-être faire des examens, parce que là, le traitement, ça va être de traiter l'infection et pas donner, disons, de la cortisone pour une poussée. Là. Fait que ça, c'est un phénomène qui arrive, puis c'est un peu le phénomène aussi, peut-être que vous avez, peut-être que d'autres ont, d'intolérance à la chaleur dans les périodes de canicule l'été où les symptômes sont plus importants. La fièvre ou une infection fait exactement le même genre de phénomène là, de pseudo-poussée. Là. Fait que... OK, mais moi, ce qui m'a fait capoter, c'est que j'ai eu deux fois dans la même semaine que j'ai eu la même chose, mais c'était pas juste des petits symptômes, là. C'était épouvantable. Je capotais parce que c'était comme si j'étais paralysée de la tête aux pieds. Ouais, ça peut arriver que ça peut être quand même assez... C'est comme si je n'étais plus capable de marcher, je n'étais plus capable de rien faire par moi-même. C'était épouvantable. J'étais même... Mon chum, il me dit, tu parlais comme une fille bien chaude. J'articulais pas du tout. Oui. C'était l'enfer. En effet, des fois, les symptômes peuvent être très, très importants. Ça peut même finir des fois que les gens peuvent être hospitalisés dans ce genre de contexte-là, le temps que la fièvre passe puis que les symptômes s'améliorent. Puis plus que les gens sont affectés par la maladie, bien, plus que l'augmentation, on n'a pas une grosse marge de manœuvre pour que l'impact de ces symptômes-là puisse être important. Oui, la gaffe que j'ai faite, c'est que je ne suis pas allée à l'hôpital. Je voulais y aller à l'hôpital, mais finalement, je ne suis pas allée. Puis c'est ça, j'aurais vu si je faisais de la température ou quelque chose comme ça, mais là, je ne le sais pas. Qu'est-ce que c'était? C'était-tu la COVID? Je ne sais pas, je n'ai jamais eu la COVID avant. Aucune idée. En tout cas, merci. Il y avait, je pense, à l'avant... On va aller avec une autre question. Par la suite, on va passer aux questions aussi qu'on a en ligne. Oui, bonjour. Ma question est jusqu'à quel âge maximal un traitement est suggéré? Parce que moi, j'entends souvent parler, là, dans mon cas, là, Isabelle, tu vas t'en aller vers les 60. Faudrait que tu penses peut-être à arrêter ou en prendre un moins fort, estimant que moi, ça fait comme plusieurs années que je suis stable. Mais moi, ça me fait peur de changer, genre, une pièce sur 4,25 cents ou de la chance d'avoir une poussée en attendant que l'autre arrive. Ça, c'est comme, pour moi, c'est comme, je suis pas tentée de vouloir le faire. Fait que, y a-t-il un âge qu'on est comme, moi, si je sais bien que mon traitement, je peux-tu le continuer ou... Bien, c'est une très, très bonne question. C'est une affaire qui fait partie potentiellement des nouveautés parce que longtemps, on s'est fait poser la question, je vais prendre cette médication-là, mais je vais la prendre pour combien de temps? Puis il commence à avoir certaines évidences que dans des situations, c'est vraiment, vraiment au cas par cas. Je dirais qu'il n'y a pas vraiment d'âge, ça dépend depuis combien de temps la maladie elle est stable, à quel point elle a été difficile à contrôler au début, avant que les médicaments soient donnés. Est-elle contrôlée ou non sous médication aussi pour envisager une désescalade puis une diminution de médication? Fait il y a autant de réponses que de personnes. Je dirais qu'il n'y a pas vraiment d'âge. Ceci étant dit, c'est le genre de choses qu'on a tendance à ne pas faire chez des gens qui sont, par exemple, dans la trentaine, dans la quarantaine, même dans la cinquantaine, parce que ces gens-là, leur système immunitaire est encore peut-être plus à risque de provoquer des nouvelles poussées puis de provoquer des nouveaux dommages que disons, à la soixantaine et plus. Il y a peut-être il semble se dégager que probablement dans le début de la soixantaine, mi-soixantaine, une possibilité de diminuer l'intensité des traitements ou même de les arrêter dans certaines situations. Mais c'est vraiment au cas par cas. Quelqu'un qui tolère bien sa médication, qui ne veut pas l'arrêter,
heureusement, dans les critères de remboursement, il n'y a pas de maximum d'âge pour commencer, pour arrêter un médicament, là. On ne donnera pas cette idée-là au gouvernement. Surtout pas. Mais c'est vraiment au cas par cas. Puis, différents facteurs sont analysés. Puis le choix de la personne, disons, je parle pour moi-même, là, mais le choix de la personne a de l'importance. Fait on peut en parler. Si quelqu'un est ouvert, c'est une chose. On l'informe des avantages puis des risques. Quelqu'un qui ne souhaite pas, à moins qu'il y ait vraiment une raison très, très majeure pour dire « je pense que ce serait mieux de changer de médicament », le choix de la personne fait partie de la décision. Merci. On va y aller avec une dernière question en salle. Après, on va aller avec les questions en ligne. Oui, merci beaucoup. Petite dernière question. Je pense qu'il y en a une autre derrière la colonne que je ne vois pas, mais petite question pour ma part. Merci beaucoup pour la présentation. Tu as fait un super beau portrait du diagnostic, du suivi, du traitement, mais ma question est un petit peu plus en amont de tout ça. Qu'est-ce qui se passe côté prévention? Je sais que oui, l'ASP, c'est une maladie qui est multifactorielle, mais comment que tout ce pan de recherche-là avance? Oui, c'est un bon point. C'est une très, très bonne question. Ça aussi, ça pourrait quasiment faire l'objet d'une présentation d'1 heure en soi, là. Il y a beaucoup de connaissances qui se bâtissent actuellement pour ce qu'on appelle peut-être les phases pré-symptomatiques, pré-cliniques ou le prodrome de la sclérose en plaques. Des gens qui ont peut-être commencé à avoir quelque chose qui se passe en eux avant même qu'ils aient les premières manifestations de la maladie. Le problème, c'est que c'est fréquent, mais pas si fréquent, la sclérose en plaques, fait qu'on ne peut pas passer des tests de dépistage chez tout le monde. On commence un peu à comprendre qu'il y a peut-être certains facteurs de risque ou certains éléments qui peuvent permettre de prédire que quelqu'un pourrait avoir la sclérose en plaques. Il y a des études quand même assez intéressantes qui ont été faites aux États-Unis il y a quelques années, là, où ils ont pris des militaires qui avaient fait des prélèvements sanguins lors de leur enrôlement, puis qu'il y en a qui ont eu la sclérose en plaques à la fin de la vingtaine, début de la trentaine, puis ils ont regardé à partir de quand, peut-être, dans leur prélèvement sanguin, ou quels facteurs étaient présents lors de leur enrôlement versus au moment du diagnostic pour essayer d'un peu de déterminer des facteurs de risque de ce côté-là. Puis une des choses qui est sortie, c'est le virus de l'Epstein-Barr, là. Ça va être présenté cet après-midi. Il va y avoir une présentation là-dessus. Là. Je ne sais pas si ça va toucher cet aspect-là en particulier, mais c'est un des facteurs de risque qui a quand même beaucoup, beaucoup d'évidence, puis que c'est une infection très commune que les gens ont dans l'adolescence, qui est probablement un des catalystes pour amener la maladie. C'est probablement pas le seul, mais c'en est un qui peut être fréquent ou présent chez quand même plusieurs personnes. Il y a actuellement, là, aux dernières nouvelles, je pense que c'est pas quelque chose qui avance nécessairement très, très vite pour différentes raisons, mais des vaccins pour l'EBV pour être en mesure de peut-être prévenir l'infection, puis prévenir par la suite l'installation de maladies auto-immunes qui dépendent du virus Epstein-Barr. Fait que ça, il y a certaines interventions qui commencent à être un peu analysées puis étudiées de ce côté-là. Un peu pour le corrélaire, là, de peut-être certains d'entre vous connaissent ou savent ça, il y a des virus pour le virus du papillome humain, il y a des vaccins, le VPH, qui sont administrés, qui ont dans le but de prévenir potentiellement l'oncogénèse de ces virus-là qui causent des cancers au niveau de la gorge, des cancers au niveau gynécologique, des choses comme ça. Fait que ça, ultimement, en prévenant l'infection, on prévient les cancers que ça peut amener. Fait qu'on espère que quelque chose de similaire à ça puisse exister avec la sclérose en plaques, avec le virus Epstein-Barr. Fait que c'est peut-être la chose à venir. Puis le pire, c'est que j'ai hésité à peut-être parler un petit peu de ça dans ma présentation versus pas des nouveautés en termes de traitement, parce qu'il y a certaines études qui commencent à démarrer puis à se faire sur la vaccination avec le BV pour peut-être prévenir la sclérose en plaques ou ralentir aussi chez les gens qui ont commencé ou qui viennent avoir la maladie, de prévenir la détérioration plus importante, là. Oui, bonjour. En fait, j'ai mis la question en arrière de la dame là, qui travaille avec des patients. J'ai l'impression aussi que mon neurologue, oui, le diagnostic de sclérose à plaques il a été fait, mais il n'a pas touché du tout là, aux effets secondaires. Est-ce que l'étude qui est faite présentement
par rapport à, je ne sais même pas si c'est possible, mais disons une lésion à tel endroit dans le système nerveux peut causer tel et tel symptôme. Est-ce que, tu sais, j'essaie de chercher un cause à effet, j'ai des symptômes, mais c'est cette lésion-là qui cause ça? Puis peut-être la deuxième partie, c'est pourquoi la fatigue est si présente dans la sclérose en plaques? C'est quoi qui fait en sorte là, qui fait qu'on a une fatigue intense? Donc, ce seraient mes deux questions. Parfait. Bien, merci. C'est ça, peut-être pour aborder la question un petit peu plus de la fatigue. On ne le sait pas, puis c'est quelque chose qui est quand même très désemparant, là, même pour des médecins qui suivent des patients, puis des fois, des différents degrés de fatigue peuvent être légers à plus importants, puis de savoir l'impact que ça peut avoir, qui peut quand même être relativement important chez les gens. On ne comprend pas, puis on ne sait pas nécessairement tout à fait qu'est-ce qui peut expliquer la fatigue. C'est quelque chose qui est probablement multifactoriel. Il y a plusieurs facteurs, mais c'est un constat, puis c'est un constat qui est des fois un peu décourageant parce que ça peut être la chose, puis c'est un symptôme qui n'est pas visible, là, mais qui peut avoir un grand impact sur la qualité de vie, là. Fait que ça, c'est un des aspects, c'est qu'on ne comprend pas nécessairement, malgré que c'est un phénomène très fréquent, qu'est-ce qui le cause, puis qu'est-ce qui peut être fait pour l'enrayer. Des fois, il y a certains traitements pour améliorer la concentration, des médicaments qui sont donnés comme psychostimulants, qui peuvent être utilisés pour contrecarrer les effets de la fatigue. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Ça vaut toujours la peine de peut-être l'essayer, mais c'est un phénomène qui a un gros impact sur la qualité de vie, puis qui est un peu invisible, mais qui est fréquent, puis qui a un gros impact. L'autre question que tu as posée par rapport à des fois, quel type de symptômes, qu'est-ce qu'on peut s'attendre, ça, c'est intéressant. Il y a deux facettes un peu peut-être à ma réponse. La première, c'est qu'il y a beaucoup de lésions qu'on voit sur les scans, sur les IRM, qui sont asymptomatiques. On parle de peut-être 8 à 10 lésions pour une qui va potentiellement causer des symptômes. Puis le fait qu'il y en ait plusieurs, c'est peut-être pour cette raison-là qu'il y a d'autres symptômes qui viennent interférer avec la concentration, la mémoire, parce qu'il y a plusieurs lésions à ce moment-là. Mais il y a beaucoup de lésions qui sont asymptomatiques, qui sont importantes quand même, mais qui ne vont pas nécessairement donner des symptômes. Puis dans quels symptômes ou ça peut être attribuable à quelle lésion, il y a de la variabilité interpersonnelle là, entre les individus. Des fois, il peut y avoir quand même des différences, mais ça, du point de vue de ce qu'on connaît de l'anatomie puis de l'organisation du système nerveux, on sait quelle région s'occupe de quelle fonction, puis en général, ça colle bien, là, ça respecte ces principes-là qu'on apprend quand on est en formation au niveau médical, mais ça arrive de temps en temps qu'il y a des choses qu'on ne réussit pas à comprendre parce qu'il y a peut-être une variabilité d'une personne qui n'est pas faite pareil comme une autre personne, ou qu'il y a des capacités d'adaptation que certaines personnes ont que d'autres n'ont pas. Puis pourquoi il y a cette différence-là? Ça fait partie des mystères, là. On va y aller avec les questions en ligne. Ça va être l'heure du dîner de bientôt, donc on va accélérer un petit peu le processus. On a deux questions au niveau des traitements au niveau de la cellule souche. Donc, dans quel horizon que ce traitement-là va être plus accessible en grand nombre? Et est-ce qu'au niveau de la SP progressive, ce serait quelque chose de plus prometteur comme traitement? Oui, c'est ça. Pour la deuxième question, ça aussi, comme beaucoup de sujets, ça aurait pu faire probablement l'objet d'une présentation en soi, là. Mais les études qui ont été faites depuis au moins 25-30 ans ont regardé l'effet des greffes de cellules souches chez les gens qui ont les formes poussée-rémission versus les gens qui ont la forme secondaire progressive ou primaire progressive. Puis la réponse du traitement est plutôt bonne chez les gens avec les formes poussée-rémission, même les formes très agressives, puis n'est pas très bonne pour les formes progressives. Puis là, c'est l'équilibre des risques des traitements versus les avantages du traitement, mais le traitement n'est pas efficace comme on le souhaiterait avec les formes progressives. Fait que ça, il y a vraiment une différence de ce côté-là, puis c'est quelque chose qui a été étudié, puis les résultats ont été mis en commun, là, puis il y a vraiment une différence, puis ça répond moins bien avec les formes progressives, malheureusement. Puis l'accès, la disponibilité au traitement, ça aussi, c'est une bonne question. Les protocoles qui sont utilisés
actuellement, puis qui risquent probablement d'être utilisés pendant encore assez longtemps, sont complexes à cause des risques des traitements qui sont associés, puis à cause des interventions qui ont besoin d'être faites en laboratoire pour créer ces traitements-là. C'est un peu les raisons pour lesquelles la disponibilité de ces traitements-là est encore exclusivement pour les gens qui ont eu des échecs à d'autres médicaments antérieurs. Puis la dernière facette par rapport à ça aussi, c'est que les traitements qui sont disponibles maintenant par rapport à ce que ça pouvait être il y a 10 ans, il y a 15 ans, les médicaments sont beaucoup plus efficaces. Fait qu'on a potentiellement moins souvent besoin de requérir ce type de traitement-là. Fait que ça peut peut-être un peu répondre à cette question-là en disant quand est-ce ou pourquoi ça peut être plus disponible? Bien, parce que c'est un traitement très complexe. Puis, heureusement, il y a peut-être d'autres traitements qui permettent d'éviter les gros risques qui sont associés avec cette forme de thérapie-là. Super. Merci beaucoup, Dr. Beauchemin, pour la belle présentation. C'était super intéressant. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là.